Nous allons explorer ensemble aujourd'hui une question essentielle. Comment cultiver notre liberté? Pas une liberté abstraite, mais une liberté ressentie profondément, une liberté quotidienne qui donne de la joie et qui libère notre créativité. Pour nourrir cette réflexion, je me suis appuyée sur un livre lumineux, L'art d'être libre, de Tom Hodgkinson. C'est un essai simple, parfois piquant, qui nous invite à regarder nos habitudes, notre rapport au temps, au travail, à la consommation, avec un angle nouveau pour y tisser un espace de liberté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un résumé de ces grandes idées. Je vous ai sélectionné 6 chapitres forts et inspirants que nous allons résumer ensemble pour explorer quels sont les chemins concrets qui nous mènent vers un sentiment profond de liberté. Alors, c'est parti! Déjà, commençons par les bases. Ça veut dire quoi, être libre? Selon Tom Hodgkinson, être libre, ce n'est pas seulement avoir le choix. C'est surtout être capable de vivre sans que la peur, l'anxiété ou le besoin de consommer dictent chacune de nos décisions. Les publicités ont parfois tendance à nous faire croire que, pour être libre, il faut consommer toujours plus, grimper les échelons sociaux, avoir une grande carrière, courir après le temps. Mais souvent, tout cela nous enchaîne au lieu de nous libérer. Dans ce contexte, selon l'auteur, cultiver sa liberté, c'est reprendre la main. C'est choisir une autre façon de vivre, basée sur la joie, la simplicité, la responsabilité et bien sûr, la liberté. Le premier chapitre que nous allons creuser, c'est l'ennui. L'une des principales causes d'ennui est la disparition de la créativité dans nos vies quotidiennes. Nous cherchons à combattre l'ennui en contrôlant notre travail, nos loisirs, en chargeant nos journées, en évitant le vide. Et petit à petit, nous avons cédé toutes les parts créatives de notre expression à des experts de la créativité. Toute la musique aux musiciens, le cinéma aux réalisateurs, les histoires aux séries télé. Et une façon de retrouver de la liberté, c'est de réapprendre à créer nous-mêmes, de réinvestir cette capacité qu'on a à chanter, à cuisiner, à jardiner, à bricoler, à écrire, à se raconter des histoires, bref, à faire des choses dans notre pensée, mais aussi faire des choses avec nos mains. Quand on reprend le contrôle de nos temps de loisirs, on sort du rôle de spectateur passif pour redevenir acteur de notre vie, et à ce moment-là, de moins en moins d'activités nous semblent ennuyeuses. Le second chapitre que nous allons creuser est notre rapport au temps, notre rapport à l'heure. Nous disons souvent que nous manquons de temps, et moi la première. Mais est-ce vraiment le cas? Être libre, c'est aussi apprendre à déplanifier. C'est laisser des espaces vides entre des rendez-vous. La vie se passerait certainement dans ces interstices. Au lieu de remplir les journées, on peut essayer de choisir de les vivre, de ralentir, de mettre un peu plus de spontanéité dans nos agendas. Essayons d'enlever nos montres et retrouvons notre liberté dans notre rapport au temps. Le troisième chapitre qui m'a particulièrement intéressée concerne notre travail. La société valorise la carrière comme un signe de réussite. Mais la carrière, c'est une courbe ascendante et une courbe sans fin. Toujours plus haut, toujours plus vite. Il y aura toujours une personne qui aura un poste plus important que soi, qui sera mieux payé que soi, ou qui aura une évolution plus rapide que soi. L'auteur ici invite à se libérer de cette quête, de l'évolution de carrière, et invite à se centrer plutôt sur les notions de vocation, de mission, qui elles sont plus stables et tranquilles. L'idée, c'est qu'au lieu de vouloir faire carrière, d'essayer d'être au cœur de ce que l'on aime faire et de ce qui est utile au monde. Quand le travail tend de plus en plus vers ce qui nous passionne, il cesse d'être un poids. Il devient créatif, joyeux, relié à nos talents, à notre rythme de vie. Alors, la liberté, ce n'est plus d'avoir un poste prestigieux, mais de transformer son activité en quelque chose qui a du sens pour soi. Le prochain espace de liberté concerne les factures. L'idée ici, c'est d'alléger nos dépendances à certains services. Se libérer des choses que l'on paye tous les mois, mais qui ne contribuent pas à notre épanouissement profond. Ça nous amène à nous questionner sur notre dépendance aux services extérieurs. Je pense par exemple à Netflix. Et de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas essayer de m'en détacher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir ce que ça fait? Bien sûr, il y a des abonnements qu'on va difficilement pouvoir se séparer, typiquement l'eau, l'électricité. Le prochain chapitre, dans la continuité de cette idée de diminuer les factures automatiques, va être autour des dettes. L'auteur insiste sur le fait que la peur est un instrument de contrôle, qu'elle nous pousse à être spectateurs de nos vies au lieu d'en être pleinement acteurs. Selon lui, la dette va nous enfermer dans un cycle sans fin.
Travailler pour consommer, consommer pour rembourser, rembourser pour travailler. Elle va nous maintenir dans un certain cadre de vie, dans un certain niveau de vie, et nous ne pouvons plus alors explorer, tenter ce pas de côté qui nous appelle tant. La vraie liberté naît quand nous acceptons de faire moins, de consommer moins et de créer plus. Quand nous cessons de craindre demain, petit à petit nous retrouvons une joie simple de vivre. J'ai beaucoup aimé cette 6e dimension qui concerne les tâches ménagères. L'auteur insiste particulièrement sur le fait que la liberté n'est pas réservée aux grands moments de vie. Elle se cultive dans toutes les petites tâches du quotidien. Cuisiner, jardiner, faire la vaisselle. Se sentir libre, c'est aussi muscler notre capacité à voir le verre à moitié plein. À accueillir les choses à faire comme des occasions de recul, de méditation, d'échange, d'interaction. Et de ne pas essayer toujours de faire sa vaisselle le plus vite possible pour en être débarrassé, mais d'essayer d'en faire un moment de présence. Peut-être que l'on peut accompagner cette tâche d'une musique, peut-être que l'on peut s'y mettre à deux, peut-être qu'il y a des stratégies pour les rendre plus agréables, mais l'idée, c'est de se plonger dedans pour aussi en faire des espaces de liberté. On transforme alors ce que l'on doit faire en quelque chose que l'on aime faire, ou tout du moins, on y prend un certain plaisir à faire. Dans cette vidéo, nous avons mis en lumière quelques chapitres de ce livre qui est doux et pétillant. Je vous invite vraiment à le lire pour cultiver votre liberté. Parce que cultiver sa liberté, ce n'est pas fuir la société. C'est choisir un quotidien, une vie qui est peut-être un pas à côté de la norme, comme on dit. Et la liberté, c'est un peu ça. C'est redevenir joueur, redevenir curieux, accueillir chaque jour comme une surprise, et laisser de l'espace pour vivre vraiment avec spontanéité. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'une vie, et que ça ne se résout pas en un bouquin. Mais c'est un livre que vous allez pouvoir lire et relire à différents moments de votre vie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite!